Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. 5 ans après la deuxième alternance incarnée par le président Macky Sall et sa coalition Benno Bokk Yakaar, quel bilan tirer sur les plans économiques, social et politique? Faut-il changer de système politique et de gouvernance au Sénégal pour éviter les dérives de la classe politique? Comment renforcer la citoyenneté pour une réelle prise de conscience des enjeux? Pour débattre de ces questions d'actualité, Remue Ménage reçoit ce dimanche 26 mars Khadim Bamba Diagne, docteur en économie spécialisé en monnaie, directeur scientifique du laboratoire des recherches économiques et monétaires de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Abdoulaziz Diop, conseiller spécial à la présidence de la République, diplômé en sciences politiques. Remue Ménage, dimanche 10h-11h avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité, RFM. Bienvenue, nous sommes dimanche 26 mars 2017. Merci d'être à l'écoute de votre émission Remue Ménage. Avec nous, Khadim Bamba Diaye, docteur en économie spécialiste en monnaie et directeur scientifique du laboratoire de la recherche économique et monétaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Abdoulaziz Diop, conseiller spécial à la présidence de la République et diplômé en sciences politiques. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. 5 ans, hier, samedi 25 mars, avec la coalition Benno Bokk Yakaar, le président Macky Sall, 5 ans qu'il dirige le pays. Le bilan, sur le plan économique, nos confrères de Seneweb ont fait pratiquement le bilan avec des économistes de 2012 à 2015. Le budget a cru sans cesse. Il est passé de plus de 2299 milliards de francs CFA à 3360 milliards pour l'exercice en cours. Au total, 16 814 milliards ont été mobilisés. Alors, Khadim Bamba Diaye, cette croissance budgétaire a-t-elle un impact sur le quotidien des Sénégalais? Merci beaucoup, Alassane. Je salue Aziz ainsi que les auditeurs de la radio Futur Média. Alors, on a mobilisé de 2012 à 2017 16 814 milliards de budget. Et 5 ans, c'est largement suffisant de faire un bilan d'une gouvernance. Et quand on parle de bilan en économie, il y a les actifs et les passifs. C'est vrai que depuis hier, j'ai entendu les gens soulever surtout du pouvoir les actifs. Et il me semble que l'actif même le plus important n'a pas été soulevé. Laquelle? À savoir la résolution de la crise gambienne. Je pense que il me semble que, à mon humble avis, c'est le plus grand actif du président Macky Sall, parce que vous savez très bien que Gambie est une partie du Sénégal, même si c'est un pays souverain, mais nous constituons le même peuple. Le fait de régler le problème de la Gambie me semble être quelque chose d'extrêmement intéressant. Le deuxième point qui me semble aussi intéressant que je dois mettre au niveau des actifs du président de la République, c'est en fait cette paix en Casamance qui devient de plus en plus proche. Parce qu'aujourd'hui, si la crise gambienne est réglée, et Gambie qui commence à se démocratiser, la Guinée-Bissau qui commence aussi à se démocratiser, je pense que la paix en Casamance n'a jamais été aussi proche. Et sur le plan, les questions du plan Sénégal émergent que le président a soulevé pour passer par l'agriculture pour régler le problème de l'autosuffisance, je pense que la Casamance peut jouer un rôle extrêmement important. Je pense que donc il est temps que le président de la République accélère ce dossier-là pour qu'on puisse avoir la paix en Casamance. Les Sénégalais qui vous écoutent, qui peinent à avoir la dépense quotidienne, à manger à midi, pour eux, ça c'est des chimères, c'est rien. Tout à fait. Maintenant, le problème c'est quoi? Un bilan, c'est des actifs et des passifs. Et il me semble que, en tant qu'universitaire, de soulever les actifs pour qu'on puisse comprendre que s'il y a actif, il y a passif. Parce que nous avons donné 16 814 milliards de dépenses.
Et le troisième actif pour moi, c'est la croissance économique que nous commençons à avoir depuis 2013. Le Sénégal a connu des phases de croissance. De 1995 à 2005, on était dans une dynamique de croissance intéressante qu'on a perdue en 2005. Mais à partir de 2013, il y a un nouveau type de croissance qui devient de plus en plus importante. Chaque année, on voit que la croissance dépasse l'année précédente, ce qui est extrêmement important. Quatrièmement, c'est la maîtrise de l'inflation. L'inflation tourne autour de 0,8%. Et l'inflation a plus d'impact sur la population que la croissance. Parce que la croissance appartient à ceux qui ont contribué à sa réalisation, mais l'inflation, c'est ce qu'on appelle l'impôt des pauvres. Si les prix augmentent, tout le monde ressent cette augmentation-là. Troisième et cinquième point, je pense que les plans, le PUDC, CEMU, tout cela impacte positivement, à mon humble avis, sur l'actif du bilan du président. Ça, ce sont les actifs. Maintenant, venons-en au passif. Et pour moi, le plus grand passif de la gouvernance du président Macky Sall, c'est la pauvreté, c'est l'augmentation de la pauvreté. Parce que l'ANSD fait une étude tous les 5 ans sur le niveau de la pauvreté. En 2001, le niveau de la pauvreté tournait autour de 55,4%. En 2011, même si l'APR dit toujours que le taux de croissance était de 1,8, mais le niveau de pauvreté était de 46,7%. Mais en 2015-2016, d'après les dernières enquêtes, le niveau de pauvreté allait jusqu'à 56,5%. Ce qui veut dire quoi? La croissance économique créée au Sénégal n'est pas une croissance pro-pauvre, n'est pas une croissance qui impacte sur la pauvreté. Alors, on peut se poser la question, à qui profite cette croissance économique? Deuxièmement, il y a une chose aussi importante qu'on doit mettre dans le passif du président de la République, c'est la réduction des comptes. Parce que je pense que en 2012, quand le président est venu, il a créé deux institutions, à savoir la CREI et l'OFNAC. On va revenir sur le plan politique. Aujourd'hui, une croissance dite assez importante, soutenue, mais la pauvreté qui continue à s'aggraver. Comment on peut expliquer tout ça? Très bien, Alassane. Je salue Bamba. Je souscris à ce qui vient d'être dit sur l'actif. Sur le passif, je ne suis pas en phase avec Bamba sur le passif. L'élément de passif dont il vient de parler, il faut dans un premier temps que nous sachions de quoi nous parlons. Je ne crois pas que la méthode qui consiste à rentrer dans des éléments de passif et d'actif pour celles et ceux qui nous écoutent ne me semble pas être la bonne méthode pour que nous comprenions, pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent de quoi nous parlons. Le président Macky Sall arrive le 25 mars 2012 à la tête de l'État. Le 2 avril, il prête serment et entre en fonction le 3 avril. Voilà 5 ans donc que le président Macky Sall est au pouvoir. Mais le président Macky Sall a trouvé un pays dans un certain état. Sur la base de quel diagnostic le président Macky Sall a proposé d'abord, pour être élu, un programme politique baptisé Yonou Yokouté, le chemin du véritable développement. J'entends souvent dire que c'est par la suite de l'abandon du Yonou Yokouté, du programme de développement, du programme stratégique de développement économique et social, que a fait irruption le PSE dans la marche du pays. Il n'en est absolument rien du tout. Il faut que celles et ceux qui nous écoutent se rappellent, je l'ai dit, le président Macky Sall a été élu sur la base d'un programme politique appelé Yonou Yokouté, chemin du véritable développement. Ce programme comportait fondamentalement 2 documents. Le premier document était un document de mesures clés. Quelles sont les mesures immédiates à prendre au Sénégal s'il était élu? Le second document était un document de cadrage économique et de financement des mesures clés. C'est dans ce document de cadrage économique et de financement des mesures clés que figurait ce qu'on appelle le projet Sénégal Vision 2040. C'est par la suite que ce Sénégal Vision 2040 est devenu le plan Sénégal émergent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
le plan Sénégal émergent était déjà enchâssé dans le programme politique qui a fait élire le président Macky Sall à la tête de l'État. Oui, Aziz, oui. Je termine. C'est très important. Oui. Mais 5 ans après, le constat qui a été fait, c'est qu'aujourd'hui la croissance est revenue. Je vais répondre à votre mais question. Les Sénégalais continuent à s'appauvrir. Je vais répondre à votre question. Voilà. Donc, il faut qu'on sache de quoi on parle. Quelle était la vision? La vision, c'est que la préoccupation du président Macky Sall n'est pas de la croissance pour la croissance, mais plutôt le développement humain. Or, l'indice de développement humain en 2012, avant la seconde alternance, n'était que de 0,429, niveau faible. L'ambition du plan Sénégal émergent du Sénégal Vision 2040 était de porter cet indice de développement humain à 0,75, histoire d'ailleurs d'éradiquer, de lutter contre les inégalités et d'éradiquer la pauvreté. Maintenant, sur la question de la pauvreté, j'interviens tout de suite sur ce point. Nous ne pourrons parler définitivement du taux de pauvreté qui correspond à la réalité sociale et économique du Sénégal qu'en 2019. Vous savez pourquoi? Parce que c'est en 2019 que le bilan définitif du septennat du président Macky Sall sera fait. Et dans ce bilan apparaîtra, Bamba l'a dit... Oui, un bilan de parcours comme il y a 5 ans. Pour faire le bilan. Je suis en train de le faire. J'en parle. Je vais en parler. Nous sommes en 2017. Dans 2 ans, nous serons en 2019. En 2017, ce dont chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais est convaincu, c'est que l'impact de la couverture maladie universelle sur les populations les plus démunies, l'impact de la carte d'égalité des chances sur les personnes handicapées. Aujourd'hui, il y a 17 000 enrôlements avec une perspective de 50 000 à la fin 2017. L'impact du plan d'urgence de développement communautaire qui fait qu'on n'est plus qu'une économie extravertie, concentrée sur la côte, mais que le pays est en train d'être conquis du point de vue des infrastructures. Je termine très rapidement. Du point de vue des infrastructures, de l'accès à l'eau potable, de la diminution de la pénibilité pour les femmes en milieu rural, de l'électrification de milliers de villages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment même où nous parlons, le taux de pauvreté dont a parlé Bamba se trouve considérablement écorné et donc doit être considérablement revu en baisse du fait de ces programmes-là. Oui, Bamba, pourquoi dit-on qu'au Sénégal que la croissance dont on parle est portée par des sociétés étrangères? On parle de Sonatel, Eiffage, et que cet argent gagné, cette richesse-là ne reste pas au Sénégal, elle n'est pas inclusive. Pourquoi? Tout à fait. La finalité de toute politique, Aziz, est l'amélioration de la qualité de vie. Du mieux-être. Voilà, des populations. Tout à fait. Donc, pour moi, si on a une croissance et que la pauvreté augmente, il y a un problème. Regardons la structure de la croissance. À qui profite cette croissance-là? Quand on dit que la croissance économique est extravertie, la croissance est portée par les secteurs de rente, à savoir la télécommunication et les services financiers. Toutes les banques dans le pays n'appartiennent pas aux Sénégalais. Les sociétés de télécommunication, qui soient Tigo, et maintenant aujourd'hui nous avons Tigo, Expresso, Orange, une bonne partie d'Orange, n'appartiennent pas aux Sénégalais. Donc si ces entreprises-là tirent la croissance, c'est une croissance extravertie. Maintenant, la réflexion, c'est quoi? C'est comment faire pour que cette croissance-là impacte sur les populations. Comment? Et la première chose que je veux demander, à chaque fois qu'on parle de croissance, je dis toujours, il faut demander aux hommes politiques, à chaque fois qu'on crée un point de croissance, qui nous donne sa signification en termes d'emploi, tout à fait, en termes de niveau de pauvreté, de diminution du niveau de pauvreté. Si la croissance n'impacte pas sur la société, ce n'est pas notre croissance. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Vous voyez que il faut positionner son économie, avoir une clarté, une visibilité de l'économie pour pouvoir voir chaque indicateur macroéconomique, son impact sur la société. Aujourd'hui, nous savons très bien que les secteurs qui portent la croissance ne nous appartiennent pas. Quelle politique, pour moi, la réflexion, qu'est-ce que nous devons faire pour que la croissance impacte? Et c'est trop facile. Quel est le secteur qui regorge le plus de Sénégalais? C'est le secteur primaire, où 70% des Sénégalais sont dans le secteur primaire. Quel est le secteur qui porte la croissance? Le secteur tertiaire, ou qui porte plus de 70%
10% de la croissance et ce secteur-là ne nous appartient pas. Donc il faut une réorientation. Mais une restructuration. C'est-à-dire investir dans l'agriculture. Tout à fait. Et la pêche et autres. Et transformer. Parce que nous, vous voyez, je dis. Au lieu d'exporter, transformer sur place. Tout à fait. Parce que quand on parle de l'agriculture et de le moteur du développement, ce n'est pas la production agricole. C'est ce que l'agriculture crée en amont, en termes de temps. La chaîne de valeur. Tout à fait. Et ce qu'il crée en aval. C'est au Sénégal que j'ai vu en 2012 le président de la République et le ministre de l'Agriculture jubiler en vendant l'arachide aux Chinois en 250 francs, je ne sais pas le kilo. Qu'est-ce qui se passe? Un an après, Suneor tombe en faillite. Parce que Suneor transforme cet arachide-là. Aujourd'hui, ceux qui dirigent Suneor, c'est des hommes politiques. J'ai entendu M. Diop crier dans les premiers instants, Youssou Diop, il faut qu'on nous laisse au moins avant de vendre. Parce qu'en réalité, si on ne transforme pas, comment on peut créer de l'emploi? Parce que l'emploi qu'on crée au Sénégal, ce n'est pas en fait un emploi qui impacte sur la pauvreté. Au Sénégal, vraiment, avec l'ANSD, on dit que le niveau de chômage tourne autour de 13%, mais quand même, quel genre d'emploi on considère? Quel genre d'emploi on nous parle? Les emplois décents dans ce pays-là ne dépassent pas 400 000. Il a posé une question fondamentale. C'est par rapport justement à l'emploi, à la transformation des produits agricoles sur place pour créer de l'emploi au Sénégal. Renforcement des PME, des PMI et des TPE. C'est ça qui porte une croissance dans un pays. Si c'est les emplois que la Sonatel et autres là, qui gagnent les grosses mastodontes qui exportent leurs bénéfices à l'extérieur, ça n'a pas d'impact réel sur la vie des Sénégalais de tous les jours. Il est très intéressant de débattre avec Bamba parce que Bamba est un économiste monétariste. Vous l'avez présenté tout à l'heure, docteur en économie et économiste monétariste. Et il dirige le laboratoire d'études économiques et monétaires de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bamba a certainement lu le dernier rapport de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour parler de mon pays, je peux simplement me dire que je me contente des documents officiels du ministère de l'économie et des finances. Je n'utiliserai pas comme référence les documents, ce que je suis fondé à faire d'ailleurs, puisque ce sont les documents officiels du pays. Mais que dit la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest? Dans son dernier rapport de politique monétaire dans la zone UEMOA. Il est économiste monétariste, il a dit dans un instant, l'inflation impacte beaucoup plus sur les pauvres que même la croissance, quand elle n'est pas inclusive, quand elle n'est pas partagée. Que dit la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest? Au terme de son rapport, qui a, après sa réunion le 1er mars, présidé par le gouverneur de la banque, M. Tiemoko Kone, il dit que le Sénégal en particulier, tous les pays de la zone UEMOA, mais le Sénégal en particulier, doit poursuivre ses performances économiques. Pourquoi? Parce que les performances économiques du Sénégal sont des performances économiques avérées. Si le taux d'inflation n'était pas en deçà de 1,7, qui correspond d'ailleurs à l'objectif de stabilité des prix de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, il ne fait aucun doute que ça peserait énormément sur les épaules des Sénégalais et des Sénégalais. Or, le taux d'inflation n'est que de 0,8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de manière incontestable, la lutte contre la pauvreté se trouve au cœur du Yonou Yokouté, qui n'est rien d'autre, dans lequel d'ailleurs ce programme de développement économique et social était déjà enchâssé, l'actuel plan de Sénégal émergent, document officiel. Est-ce que vous avez la conviction que les Sénégalais vivent mieux qu'avant? Il ne fait aucun doute que les Sénégalais vivent beaucoup mieux qu'avant. Je vais vous dire pourquoi. Comment? Je vais vous dire pourquoi. Djouamba disait qu'une croissance n'a de sens que lorsque cela impacte favorablement sur la vie économique et sociale des Sénégalaises et des Sénégalais. Il ne fait aucun doute qu'il y a un impact réel sur le plan social de la croissance au Sénégal. Je donne un exemple. Avec 13,4% de taux de chômage, les chiffres de l'ANSD. Je termine. Je donne un exemple concret. On entend souvent l'opposition suspecter la manière dont la politique d'investissement dans les infrastructures et dans les secteurs sociaux est menée au Sénégal. Savez-vous que le secteur des infrastructures, tel que piloté aujourd'hui par le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, a permis au Sénégal d'économiser
29 milliards de francs CFA. 29 milliards de francs CFA, c'est exactement l'enveloppe, si vous voulez, de 30 milliards de francs CFA injectés dans la bourse de sécurité familiale pour tirer vers le haut les ménages les plus défavorisés. Demandez à l'intérieur du Sénégal aux ménages les plus défavorisés si leur situation s'est améliorée, oui ou non. Demandez également, je termine, c'est très important, demandez également aux hommes et aux femmes dont les enfants sont âgés de 0 à 5 ans et qui bénéficient de la gratuité des soins et des hospitalisations. Demandez également à celles et ceux qui sont frappés d'un handicap et qui bénéficient aujourd'hui d'une carte d'égalité de chance. Ils sont au nombre de 17 000, l'objectif étant de 50 000 à la fin 2017. Demandez aux retraités dont les retraites ont été bonifiées à concurrence de 40%, si cela a impacté, oui ou non, sur leur vie. Maintenant, si vous demandez à un petit bourgeois sénégalais dakarien s'il y a eu un impact, bien qu'il la coule douce, évidemment, il vous dira que je ne vois pas l'impact. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour autant, les jeunes trouvent de l'emploi au Sénégal? Mais quel genre d'emploi? Parce que parfois, moi je dis que quel est l'emploi qui impacte? Une croissance doit créer des emplois. Tout à fait. Mais pour cela, maintenant, c'est pour cela que j'aimerais vraiment que l'État règle ce problème. S'il nous dit que maintenant j'ai créé un point de croissance égal à combien d'emplois créés? Et le problème est réglé. Moi, vous me dites que j'ai créé de l'emploi, que j'ai créé une croissance, combien d'emplois a été créé? Et là, pourquoi je remets en cause toutes ces politiques-là? Parce qu'il y a tellement de politiques que j'ai mis dans l'actif. Mais la finalité de ces politiques-là, c'est impacter sur le niveau de vie. Mais si la pauvreté augmente, il y a un problème. Je pense que l'État aussi doit avoir... Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui, malgré cette croissance annoncée, que la pauvreté augmente? Pourquoi? C'est parce que la croissance ne nous appartient pas. Et le problème, c'est quoi? C'est que si la croissance ne nous appartient pas, qu'est-ce qui se passe? Plus il y a de création de richesses, plus on a en fait les prix peuvent augmenter. Et les plus pauvres ont du mal à accéder à ces prix-là. Et donc, si on accepte que quelque part tous les secteurs qui tirent la croissance aujourd'hui, regarde les Marocains, ils sont venus avec, je suis banquier, 2 grandes banques, Attijari Wafa Bank et Banque Ouest Africa. Pourquoi ces banques-là? J'ai publié un livre sur l'économie et gestion bancaire. Et j'ai publié un article ces temps-ci sur la problématique du financement de l'économie des pays de l'UMOA. Nous avons dans le système bancaire un ratio qu'on a mis en place qu'on appelle le ratio de transformation qui interdit nos banques à financer des crédits à long terme. Si vous voulez emprunter à une banque plus de 50 milliards, la banque est dans l'obligation d'apporter 25 milliards de ses fonds propres. Et que la banque n'a que 10 milliards de fonds propres. C'est comme si la Banque centrale, pour des raisons de prudence, interdit aux banques de financer les crédits à long terme. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous avons créé des fonds. Mais c'est comme si ces fonds-là, fonds JFONS, ne savent pas leur rôle. Leur rôle, c'est quoi? Comment faire pour garantir les entreprises nationales pour capter les marchés? Aujourd'hui, les Marocains vont capter tous les marchés de ce pays. Parce que le président de la République, je l'ai entendu une fois s'interroger, parce que de bonne foi, on lance les marchés, mais c'est les autres qui gagnent. Parce que les fonds JIP et les autres fonds devaient garantir, aider le Sénégal à gagner des marchés. Tout à fait. Elles font le contraire, ces fonds. Tout à fait. C'est que le problème, c'est quoi? C'est comme si, en fait, je ne sais pas, mais ils ne savent pas leur rôle. Leur rôle, c'est de mettre en place des matelas de sécurité pour une entreprise sénégalaise qui compétisse. Parce que les Marocains ont fait ça. Les Français ont fait ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas gagner les marchés sans avoir de grandes banques au niveau des pays en question pour mettre des matelas de sécurité. À chaque fois que le Sénégal veut construire centre Abdou Diouf là, mais aucune entreprise sénégalaise ne pouvait construire cela parce qu'il fallait la banque devait avoir 25 milliards pour prêter une entreprise 50 milliards. Ça veut dire que seules les entreprises étrangères peuvent gagner cela. Je pense que voilà les changements que nous devions faire pour au moins pouvoir permettre à nos entreprises nationales qui impacteront plus sur la croissance économique de nos pays. Il parle de l'inefficacité des fonds qui ont été mis en place, qui devaient accompagner les entreprises sénégalaises pour gagner des marchés. Ce que les Marocains font au Sénégal avec le pro-banque et les Turcs. Donc il y a un problème de compétence ou bien d'efficience de ces fonds, le fonds JIP et le fonds 6. J'avais dit ici à une autre émission à laquelle vous m'avez invité qu'il appartient au secteur privé sénégalais de se bouger. Et de se faire accompagner aussi par l'État du Sénégal. Je parlerai de l'accompagnement. La Chine accompagne son secteur privé, le Maroc l'accompagne. Je parlerai de l'accompagnement dans un instant, très rapidement, j'en parlerai dans un instant. Mais ce que je veux dire, et je ne pense pas que cela ait pu échapper à un économiste monétariste à la tête d'un laboratoire d'analyse économique et monétaire, donc a pu échapper à Bamba. Ce qui peut ne pas lui échapper, c'est que
la vocation du plan Sénégal émergent est de procéder à une transformation structurelle de l'économie, gagée sur un secteur primaire qui porte l'économie nationale, afin de permettre, par les intrants qui vont dans d'autres secteurs, le secteur secondaire et tertiaire, de tirer notre économie vers le haut. Ce qui est le cas, parce que Bamba disait il y a un instant que nous avons une croissance aujourd'hui qui est passée de 2,7% en 2011 et qui est aujourd'hui qui sera en 2017 à 6,8%, c'est-à-dire qu'au proche des 7% objectifs fixés par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, voyez, qui contrôle... Mais il a posé une question de fond concernant l'économie sénégalaise où les banques marocaines se sont installées, qui accompagnent les entreprises marocaines pour gagner les marchés au Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui les fonds mis en place, le FONGIP et le FONSIS, je suis très précis sur ça, est-ce qu'ils font le travail qu'ils doivent faire pour accompagner le privé sénégalais? Je réponds à la question. Répondez, oui, c'est ça. Je réponds directement. Combien du temps, oui. Je réponds à cette question. Quelle était la vocation? Bamba, je parle sous son contrôle. Pour relancer l'économie sénégalaise, on ne peut le faire, comme dans tous les pays du monde, que de 3 manières. Par des mesures budgétaires, monétaires et réglementaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui le FONSIS et le FONGIP jouent ce rôle? C'est moi. Alors directement à la question. J'ai tellement du respect pour ceux qui nous écoutent. Oui, bien sûr, il faut qu'on aille directement à la question aussi. Il faut que j'aille jusqu'au bout de ma pensée. Pour relancer l'économie, et je parle encore sous le contrôle d'un économiste, il n'y a que 3 possibilités. Relance budgétaire, relance monétaire ou relance réglementaire. Du point de vue réglementaire, c'est ça la vocation du fonds de garantie des investissements prioritaires. Permettre aux PME et PMI qui ne peuvent pas accéder au crédit d'y accéder suite à la garantie par le FONSIP et le FONSIS pour d'autres PME sur la base d'un fonds souverain qui sera certainement alimenté le jour où nous commencerons à exploiter nos ressources pétrolières et gazières. Par la suite, a été créée, tout simplement pour la relance monétaire de notre économie, une banque nationale de développement économique. La vocation de la Banque nationale de développement économique, puisque Bamba a le souci des banques nationales capables de supporter notre économie, sa vocation est de réviser en baisse les taux d'intérêt afin de permettre à nos entreprises qui naissent, à celles qui existent et qui sont en difficulté, de pouvoir bénéficier de crédits nationaux leur permettant de participer à la relance de notre économie. Oui, Aziz, cette réalité-là, je termine, cette réalité-là ne peut... En attendant la récrimination du secteur privé sénégalais, ce FONGIP, ce FONSIS et la BND ne jouent pas effectivement les rôles pour lesquels ils sont là. On les entend tout le temps en parler, dénoncer qu'ils ne sont pas appuyés quand ils cherchent des marchés. Si en tant que journaliste, vous faites une enquête auprès du FONGIP et une enquête auprès de la Banque nationale de développement économique, combien de Sénégalaises et de Sénégalais? Vous savez, je suis dans... le privé sénégalais qui en parle. Je vais vous dire, moi je suis dans une position où des Sénégalaises et des Sénégalais font appel à moi. Et que parfois j'accompagne dans leur démarche auprès de structures étatiques comme le Fonds de garantie des investissements prioritaires, comme la Banque nationale de développement économique. Je vous donne 2 exemples, tout simplement. 2 Sénégalais sont rentrés des États-Unis il n'y a pas longtemps. L'un travaille dans l'automobile à Atlanta, l'autre était dans un autre secteur. Aujourd'hui, du fait, d'abord du FAISE aussi, qui est un fonds d'investissement sur les Sénégalais de l'extérieur, de la Banque nationale de développement économique et social, le Sénégalais Lamine Fall, qui vivait à Atlanta et qui est ferré en matière d'industrie automobile, veut d'ailleurs délocaliser son savoir-faire d'Atlanta à Dakar avec l'accompagnement de 2 structures nationales. La première structure, c'est le Fonds de garantie des investissements prioritaires et la Banque nationale de développement économique. Et il a un terrain à Diamniadio lui permettant de délocaliser son activité d'Atlanta à Dakar alors qu'il a vécu aux États-Unis pendant très longtemps. Donc, dire qu'il n'y a pas de mécanismes nationaux pour appuyer les PME et PMI au Sénégal, ce n'est pas vrai. Et qui joue réellement le rôle. Et qui joue le rôle. Je te demande de faire l'enquête pour en attester en tant que journaliste. Oui. Je termine en disant donc, de tels éléments ne peuvent pas échapper à un laboratoire d'études économiques et monétaires. Mais sur le plan social, parce que la question économique est tellement importante, peut-être qu'elle demandera une émission de 3 heures de temps pour en parler. Sur le plan social, quel est le bilan qu'on peut faire aujourd'hui des 5 ans de Macky Sall et de Benno Bokk Yakaar? Alors moi, je pense qu'il y a 2 choses. Aziz,
comme je dis toujours, l'objectif de toute politique, c'est vraiment de faire évoluer la qualité de vie des citoyens. Tout à fait. Et sur le plan social, moi, je ne vois pas de politique sociale. Moi, je vois de social politique. Hier, à minuit, 1h, j'ai écouté à la télévision, j'ai regardé à la télévision la dame qui se charge de la solidarité. En fait, elle dit que oui, on a vu des femmes, on les a dit, elle nous dit que les 100 000 francs qu'on les a donnés, au lieu d'une fois, elles mangent 2 fois. Je pense que la politique sociale doit être plus sérieuse que cela. Si vous faites une politique, moi je suis un chercheur, quand je fais une politique pendant 5 ans, la pauvreté augmente, je remets en cause tout. Parce que l'idéal, c'est que la pauvreté, moi j'attendais, j'ai écouté comme tout le monde, tous les jours, mais je pensais que ça, c'est, voilà. Mais quand même, si les études montrent cela, arrêtons de parler de tout et réfléchissons sur comment faire pour que cette croissance soit inclusive et impacte sur la société. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ces politiques sociales. On en parle tellement qu'on devait voir l'effet. Et l'effet est glaçant de voir que la pauvreté augmente. Et là où je voudrais... Bamba, si vous permettez, laissez-le terminer, Aziz. Le chiffre de la pauvreté que vous donnez, il faut donner l'année. Non, c'est en 2015-2016. Non, vous avez toutes les sources. C'est l'ANSD, allez-y. Oui. En fait, mon problème est que, regardez ce qu'on a mis en place comme instrument pour lutter contre la pauvreté. Ça n'impacte pas. Il me semble important de redéfinir les règles et de rediscuter. Parce que le problème que nous avons au Sénégal, c'est le positionnement de notre économie. Nous sommes une économie qui cherche à satisfaire, comme beaucoup de pays africains, les institutions financières internationales. Est-ce que la Banque mondiale, nous avons respecté les règles de la Banque mondiale? Est-ce que nous avons respecté les règles du FMI? On oublie que nous avons nos spécificités. Et les spécificités de nos économies demandent quelque part une interrogation, une étude approfondie, mais des Sénégalais pour l'économie sénégalaise. Nos économies, je vous dis, tous les indicateurs que les institutions financières internationales contrôlent, on va tout faire pour que ces indicateurs-là soient ouverts. Mais ce qui reste, c'est quels sont les indicateurs qui nous permettent, nous, d'avoir une qualité de vie, de transformer structurellement nos économies. Et je vous dis, si l'État s'oriente, mais d'une manière pas efficace, mais efficiente sur la lutte, sur l'agriculture, cela va impacter positivement sur le vécu des Sénégalais. Mais tous ces social politiques. Donc, il faut plus investir dans l'agriculture et dans la transformation dans l'industrie pour que les Sénégalais sortent un peu de cette pauvreté. Mais tous les pays du monde ont réglé dans un premier temps une bonne production agricole, transformation, après le secteur tertiaire vient. Et si la production augmente maintenant, la part de l'agriculture diminue au profit des autres secteurs. Vous allez dans les pays comme les États-Unis, les agriculteurs tournent autour de 3%. Nous sommes à 70%. Et ces 70%-là ne produisent même pas 15% de la richesse. Ils sont les plus pauvres. Donc, tant qu'on ne règle pas ce problème-là, on va continuer à parler, on va mettre en place des social politiques, mais jamais ça n'impactera sur la qualité de vie des Sénégalais. Le bilan Bamba parlait il y a un instant du Fonds monétaire international comme la propension qu'ont nos pays à être bon élève du Fonds monétaire international. Je pense que nous avons dépassé ça. À être content même du certificat de Christine Lagarde. Nous l'avons dépassé. Ce dont je me rends compte, et avec beaucoup de regret d'ailleurs, c'est que Bamba ne semble pas avoir lu le dernier rapport du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui, sur une base d'ailleurs monétaire, puisque sa vocation c'est la stabilité des prix, pour que les Sénégalais ne soient pas sous le poids insupportable de l'inflation, qui est de 0,8, il l'a dit, alors qu'au niveau de l'UEMOA, qui d'ailleurs poursuit son objectif de stabilité des prix, est de 1,7%. Vous voyez donc l'effort colossal qu'a fait le Sénégal. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest donne des recommandations aux économies. Je ne parle pas donc du Fonds monétaire international. Je parle de la Banque centrale qui fait le contrôle de l'émission de monnaie afin de ne pas permettre à l'inflation de créer les désordres, de provoquer du chômage et d'impacter négativement sur notre croissance. Les recommandations sont les suivantes. Renforcement de la résilience des économies de l'Union, amélioration de la mobilisation des ressources fiscales pour éviter de recourir systématiquement à l'endettement, amélioration de la qualité des investissements. La banque établit qu'au Sénégal, les investissements sont allés prioritairement dans les infrastructures et les secteurs sociaux. L'économie de 30 milliards dans le programme routier du Sénégal permet de financer la bourse de 30 000 ménages.
Je disais il y a un instant, ce n'est qu'en interrogeant ces 30 000 ménages qu'on peut se rendre compte de l'impact réel. Lorsqu'on évalue, lorsqu'on donne un taux de pauvreté, il faut également qu'on dise quels sont les indicateurs sur la base desquels ce taux de pauvreté est donné. A-t-on pris en compte l'impact de la bourse de sécurité familiale? A-t-on pris en compte l'impact de la couverture maladie universelle lorsque les familles sont soulagées de la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans? A-t-on pris en compte l'impact de la carte d'égalité des chances dont bénéficient 17 000 et poussières de personnes handicapées? A-t-on pris en compte l'impact de 40% de bonification des retraites vers d'ailleurs une pension universelle? Si on n'a pas pris en compte tout cela, ce chiffre-là n'est pas un chiffre de 2017. Voilà ce dont il faut, la chose sur laquelle j'insiste. Et je termine toujours parlant de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, maintien d'un climat sociopolitique stable et apaisé, ainsi que l'amélioration de l'accroissement sécuritaire dans la région. Ça veut dire quoi? Bamba l'a dit en introduction de son intervention, que l'un des plus grands passifs de ce gouvernement, du président Macky Sall, c'est d'avoir réussi à sortir la Gambie de l'ornière. Ça veut dire que si tous les pays, les 8 pays de la zone UEMOA, bénéficiaient de la même stabilité politique, du climat politique apaisé et de la situation sécuritaire du Sénégal, il ne fait aucun doute que cet élément d'incitation ne figurerait pas dans le rapport du comité politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sénégal, son économie, crée de l'emploi, j'y reviendrai, mais également lutte de manière incontestable contre la pauvreté. Ça nous permet d'aller au deuxième point de notre débat, c'est le système politique et gouvernance au Sénégal, pour éviter les dérives des partis politiques. Il dit que la Banque centrale a mis en place cet élément de stabilité politique. Est-ce qu'aujourd'hui le système politique sénégalais permet justement de développer le Sénégal? C'est-à-dire de faire mieux vivre les Sénégalais? Vous savez, comme le disent les Anglais, the right man at the right place. Les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Vous savez, c'est ce qui manque dans nos économies, c'est ce qui manque dans nos systèmes politiques, le choix des hommes. Les compétences aussi. Vous savez, je dis toujours à un ami que Mme Aminata Touré, quand elle était Premier ministre, elle a été enlevée parce qu'elle a perdu les élections, pas parce qu'elle n'est pas performante. Est-ce que donc ce gouvernement-là cherche la performance ou la politique? Et donc, quel est le danger si aujourd'hui, ce que nous avons, moi j'ai décidé pour les élections législatives de ne pas voter. Et j'ai lu 14 000 pages en politique. Je dois publier un livre ce mois-ci, j'étais en déplacement ces temps-ci, sur comment votent les Sénégalais. J'ai étudié les élections. Comment votent-ils? Est-ce que le système de vote des Sénégalais permet de mettre les meilleurs à la place? Mais non, ils sont très capricieux. Ils ne choisissent pas un candidat, mais ils démettent un président. Et le vote sénégalais n'est pas sincère, il est stratégique. Je vois qu'Alassane Samba Diop est l'homme qu'il nous faut, mais si Alassane Samba Diop vient, les choses vont être sérieuses. Et moi, je n'ai pas intérêt à ce que les choses... Parce que nous sommes corruptogènes, le peuple. On cherche quelqu'un qui va... voleur. Et donc, on vote pour un voleur. Oui. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et moi, le problème que j'ai vu, c'est que c'est le système qui n'est pas bon. C'est le système qui ne favorise pas la transparence. Et c'est là où j'en veux à Macky Sall. Parce qu'en 2012... Macky nous avait... Abdoulaye Wade, on ne l'a pas enlevé parce qu'il n'a pas travaillé. Non, on ne parlait pas de manque de travail. Mais on parlait des valeurs. Et Macky est venu avec le Dekalngor. Ces termes-là. Et les Sénégalais aussi ont voulu voir autre chose parce que Macky a vécu des choses difficiles. On pensait que ce gars, il vient, ce monsieur, excusez-moi, le président, il va venir et quelque part la réduction des comptes, le vol et tout cela. Bon, en fait, on pensait que c'est une autre génération et on avait un devoir de génération. De lutte contre ces pratiques. Tout à fait. Et les choses vont changer dans la mentalité des Sénégalais. Moi, je pensais qu'en toute sincérité, que le monde des hommes politiques actuellement est un monde fini. Aujourd'hui, et je vous dis une chose, qui vole aujourd'hui, 1 an, 2 ans, 3 ans, tout le monde sera au courant. Il faut qu'ils savent que c'est fini. Deuxièmement, tant que, au moment où nous votons, on cherche toujours, au lieu de voter sincèrement, à faire un vote stratégique. Je ne veux pas Aziz, il faut que Alassane vienne. Je ne sais pas qui va venir, mais il faut que Alassane parte. Je ne sais pas qui va venir, ce n'est pas mon problème, que Alassane parte. Alassane va partir, Aziz va venir, va faire les mêmes choses. Et qu'est-ce qui se passe? Notre système n'a pas évolué parce que depuis 1960 jusqu'à maintenant, ce sont les mêmes hommes
qui sont jusqu'à présent, qui gèrent les mêmes institutions et qui gèrent les mêmes pratiques. Les VR qui s'accrochent. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on te dit que X a volé, mais qui ne vole pas? Au Sénégal, le problème c'est quoi? Qui gère les comptes? En fait, on crée quelque chose pour te permettre de se sentir à l'aise financièrement. Maintenant, n'attaque pas le gouvernement. Si vous l'attaquez, on va dire, ah voilà, hein, on avait laissé ça là, et voilà, vous avez fait ce que vous voulez. Il a posé une question importante sur la réduction des comptes, sur le système des valeurs, en disant que Macky Sall n'avait pas de Dekalngor. Et qu'aujourd'hui, pratiquement, c'est kiff Bouriko. Hein. Je suis totalement en désaccord avec Bamba sur l'analyse du système politique sénégalais, de la situation politique. Et de la situation politique, l'idée qu'il se fait des partis politiques et de la politique, ce n'est pas l'idée que je me fais moi des partis politiques. C'est son analyse, hein, il a fait une étude. Hein. Mais il a fait une étude, je réponds à son étude, donc vous me laissez le soin de le faire. Allez-y. Donc je suis parfaitement en désaccord avec lui, parce qu'il sous-estime les Sénégalaises et les Sénégalais en matière de choix politique. Les Sénégalais se sont très rarement trompés. Il parle de vol stratégique. Je répondrai point par point à ce qu'il a dit. Les Sénégalais, il les sous-estime, leur maturité, il sous-estime la maturité politique des Sénégalaises et des Sénégalais. Les Sénégalaises et les Sénégalais se sont rarement trompés sur le choix des hommes, au moment où le choix se fait. Si les Sénégalais s'étaient trompés, s'ils n'étaient pas avec un vote calculé, nous ne connaîtrions pas au Sénégal la stabilité politique que nous connaissons et les alternances que nous connaissons. C'est parce que les alternances ont eu lieu, et ont eu lieu dans de bonnes conditions, avec un choix éclairé des Sénégalaises et des Sénégalais, que nous connaissons la stabilité, d'ailleurs que nous envient tous les 7 autres pays de la zone UEMOA. Donc, je suis totalement opposé à ce type d'analyse-là. D'ailleurs, si les Sénégalaises et les Sénégalais... Il parle du même système depuis 1960 l'occasion, qui reproduit les mêmes personnes, les mêmes têtes, la même classe politique qui revient, je vais répondre à cela. Se passe le pouvoir et qui se partage les dividendes. Je vais répondre à cela. Si les Sénégalais voulaient sanctionner Macky Sall, ils n'auraient pas voté oui à 63% environ à son référendum. Et donc l'auraient congédié. Parce que moi, Abdoulaziz Diop, je n'aurais pas conseillé Macky Sall de rester au pouvoir ou de ne pas aller aux élections en 2017 s'il avait perdu le référendum le 20 mars 2016. Et les Sénégalais lui ont donné encore la possibilité de poursuivre son plan Sénégal émergent. Et le système qui reproduit les mêmes Maintenant, personnes. le système qui reproduit les mêmes choses. Mais il est évident que le système reproduise les mêmes choses. Vous savez pourquoi? Comment faire pour le changer? Je donne un exemple. Je donne l'exemple du maire, député maire de Mermoz Sacré-Cœur, qui est mon maire, Barthélémy Diaz. Mais avez-vous jamais entendu Barthélémy Diaz, dans une prise de parole publique, montrer qu'il est capable, par son langage, par son connaissance des problèmes... Oui, mais Barthélémy n'est pas là. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Vous parlez de renouvellement. Si vous parlez de renouvellement, il faut me dire avec qui nous renouvelons. Je ne pense pas que nous puissions renouveler, y compris à l'intérieur de mon propre parti. Je mets mon propre parti là-dedans. À l'intérieur de mon propre parti, que nous puissions faire les renouvellements avec le langage que nous entendons, les débats de mauvaise qualité auxquels nous participons, parce que la formation politique nécessaire n'a pas été derrière. Est-ce que ce n'est pas le système qui est malade, justement? Non, ce n'est pas que le système qui est malade. Il faut que les hommes et les femmes politiques, surtout les plus jeunes, qui s'investissent en politique, mais tirent l'exemple d'autres pays. Prennent l'exemple au niveau d'autres pays pour dire, voilà la meilleure façon de faire de la politique. C'est la raison pour laquelle des hommes et des femmes comme moi vont encore rester. Je termine. J'ai pas fini. Oui, mais c'est la raison pour laquelle des hommes et des femmes comme nous vont toujours rester dans la course pour une raison très simple. C'est parce qu'ils sont convaincus que le pays ira à la dérive tant que la relève n'est pas assurée. Et une manière de prouver que la relève est en cours d'être assurée, c'est d'entendre quelqu'un comme le maire de Mermoz Sacré-Cœur, député, tenir un langage qui montre que les plus jeunes sont en train d'indiquer une direction meilleure. Je termine maintenant sur la réduction des comptes. Vous savez, il y a 2 conceptions des finances publiques. Rapidement, oui. L'ensemble des opérations de recettes et de dépenses des personnes morales de droit public, il y a 2 conceptions. Il y en a qui veulent faire des finances publiques le lieu de la confrontation des pouvoirs publics pour contrôler l'instrument financier, dans le but de satisfaire leur ambition politique. Il y a une autre conception des finances publiques qui voudrait que les finances publiques soient exclusivement au service de la mise en œuvre des politiques publiques. Depuis que le président Macky Sall est en exercice, les finances publiques ont été exclusivement orientées vers les services de mise en œuvre
des politiques publiques. Oui, mais là, il parle de la réduction des comptes, où il y a certains qu'on a mis en prison, d'autres qu'on a laissés, les transhumants qui sont venus casser, qu'on a oubliés. Je réponds à ça très rapidement. J'hallucine. J'ai été stupéfié d'entendre que, parce qu'un homme politique, maire de Dakar, a l'ambition... Il n'est pas là. A l'ambition, le maire de Dakar est impersonnel. Si nous ne sommes pas capables de dire maire de Dakar, ça veut dire qu'on n'est plus en démocratie. Je dis et je répète, j'ai été halluciné, j'hallucine, j'ai été stupéfié d'apprendre et d'entendre, et que ça se répète, que parce qu'un homme a une ambition présidentielle, il est donc au-dessus des lois. Et que, parce que quelqu'un est au pouvoir, il serait également au-dessus des lois. Il n'en est strictement rien. Mais la question que les gens se posent, c'est les autres qui ont été audités, ils sont où? Maintenant, vous, en tant que journaliste, Alassane, je pose la question. Je termine, je réponds à votre question. Vous, en tant que journaliste, ne me dites pas que les autres personnes qui ont été auditées. Vous devez me dire, les personnes qui ont été auditées et qui ont été convaincues, de malversation, ces personnes-là, voilà le traitement que le droit pénal prévoit pour ces personnes-là. Si vous n'êtes pas capable de me dire ça, vous êtes tout simplement dans la spéculation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Bamba, le fait que certains Sénégalais laissent les politiciens classiques là être là, ceux qui n'ont pas de métier, qui n'ont rien de tout, qui n'ont que le métier comme politiciens, qui brassent l'argent du pays, qui le pillent, est-ce que la faute n'est pas à ces Sénégalais compétents qui refusent aussi d'entrer dans la politique? Mais la faute, c'est le système. Ça dit qu'aujourd'hui, pourquoi je dis que je ne vote même pas pour les élections législatives? Parce qu'il y a une liste qu'on appelle proportionnelle, où quelqu'un peut être député et même président de l'Assemblée nationale sans être élu par aucun département. Il va représenter qui? Il va défendre l'intérêt de qui? Son parti. Et voilà. Et pourquoi moi je dois voter pour quelqu'un qui va venir s'installer et chanter les louanges du président de la République? Ça, c'est un. Mon problème avec les partis politiques, Alassane, on se bat pour qu'un président fasse 2 mandats. Ça veut dire que c'est la bonne chose à faire. Pourquoi dans les partis politiques, les gens ne font pas 2 mandats et partir? En France, il y a une loi sur le cumul des mandats. Les députés ne peuvent plus maintenant faire des cumulards. Alors qu'au Sénégal, cette question n'est pas réglée. Non, la loi existe au Sénégal. Oui, mais est-ce qu'elle a été appliquée? Elle est appliquée. Contre les cumulards? Mais non, j'ai dit même... On peut être député maire au Sénégal aujourd'hui. On est encore député maire au Sénégal. Et que c'est normal qu'on reste des jeunes chômés et que quelques députés en même temps maire. Mais Alassane, à l'Assemblée nationale. Pour être député, il faut se présenter aux élections législatives. Et quand vous voyez... Non, moi je parle par exemple, vous êtes chef d'un parti, vous restez chef de parti ad vitam aeternam. Il n'y a pas d'alternance. 2 mandats de chef de... les partis doivent être renouvelés pour laisser respirer la démocratie. Maintenant, si je sais que je n'ai même plus d'ambition, mais je garde mon parti comme fond de négociation. Aujourd'hui, le problème que nous avons au Sénégal, c'est que les hommes politiques qui ont traversé toutes les générations sont jusqu'à présent là. Et ce qu'ils gagnent, parce qu'aujourd'hui, ce qui me fait mal dans ce pays, c'est qu'au 3e millénaire, nous avons des caisses noires, des fonds partout. C'est-à-dire que comment on peut dire que mon combat, c'est améliorer la qualité de vie des Sénégalais, et dans les budgets même, parce que je suis financier, dans la structure financière de toutes les entreprises, de toutes les mairies, de la présidence, il y a les fonds sociaux, il y a des fonds pour aider, ainsi de suite. Mais comment on peut comprendre qu'on mette des fonds pour te dire que fais-en ce que vous voulez, qu'il soit à la présidence, dans les assemblées, toutes les institutions. Mais de qui se moque-t-on? Il faudra qu'au 3e millénaire, qu'on commence à arrêter cela. Si, au Sénégal, on contrôle tous les fonds, je vous dis, la transhumance politique, toutes ces choses-là, c'est fini. Il a posé une question essentielle par rapport au fonds. Et ensuite, ceux-là qui sont dans les partis politiques, qui sont ad vitam aeternam de secrétaires généraux. Sur les fonds. Il n'y a pas de changement. Sur les fonds. Depuis que l'AFP a été créée, c'est Moustapha Niasse qui est le secrétaire général. Sur les fonds, je suis... Valable aussi dans l'opposition aussi. Hein, très bien. Sur les fonds. Où le secrétaire général, c'est ad vitam aeternam. Sur les fonds, il n'y a pas d'alternance. Je suis conseiller spécial à la présidence de la République. Sur les fonds, y compris les fonds à la présidence de la République, je suis bien placé pour en parler. En tant que conseiller spécial du président de la République, plutôt conseiller spécial à la présidence de la République, il ne m'est jamais arrivé, moi, de mettre le doigt sur une dilapidation de fonds. Et je dis, et je le répète, et on en rigole parfois entre membres du cabinet, en disant que le traitement des conseillers du président Macky Sall est un traitement tellement dérisoire que la meilleure manière de conseiller quelqu'un, c'est de lui demander de ne jamais travailler à la présidence de la République. Donc, ce que l'on considère... Vous êtes là-bas pour servir ou pour vous servir? Non, attendez. Non, c'est simplement pour vous dire que ce qu'on dit des fonds politiques sous Macky Sall est faux.
c'est une vie de l'esprit, ça ne correspond pas à la réalité. Maintenant, pour le renouvellement et dans les partis politiques ne seront renouvelés que le jour où les plus jeunes, plutôt que d'être derrière le leader et de se faire voir à s'afficher toujours derrière le leader, commencent, en fin de compte, à tenir un discours structuré qui peut donner l'impression qu'aux Sénégalais que la relève est en train d'être assurée. Ce n'est malheureusement pour l'instant le cas. Oui, malheureusement, le temps que nous ayons parti est terminé. Khadim Bamba Diagne, docteur en économie, spécialiste en monnaie et directeur scientifique du laboratoire de la recherche économique et monétaire à l'UCAD. Et Abdelaziz Diop, conseiller spécial à la présidence de la République, diplômé en sciences politiques. Merci d'avoir été avec nous à Remue Ménage. Abdoulaye Diop était à la technique, micro Alassane Sambo Diop. Excellent dimanche à tous.